Bonjour à tous et merci à tous ceux qui sont présents, militants, amis, sympathisants, voisins, futurs militants, les médias présents. Voilà, nous allons d'abord avoir le mot de bienvenue pour la mairie de Narros, que vous présenterez, madame. Ensuite, nous aurons la parole des candidats et des candidats suppléants, bien entendu. Puis les questions des médias, voilà, et ensuite l'apéritif amical. Voilà. Donc on présente les formations. Donc dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, vous savez que nous avons des formations qui en font partie, avec la FI et le POI. Nous avons le PCF, le PS, EELV et le pôle écologique Génération. Et nous avons également le soutien de Nouvelle Donne. Voilà. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Bérangère Savoureau, je suis première adjointe à la mairie de Narros. Je remplace aujourd'hui Gérard Lebaille, qui avait depuis de longue date décidé d'être absente de la commune ce week-end. La tradition de l'accueil républicain veut que les représentants de la mairie vous souhaitent la bienvenue pour cet événement. Narros est une ville qui est gérée depuis notre deuxième mandat avec l'équipe municipale, avec une commune qui était précédemment plutôt, on va dire, de centre droit et qui est plutôt maintenant, on va dire, de gauche plurielle. Ça va de la social-démocratie au communisme, en passant par la France insoumise. Donc ça fonctionne, les faits sont là. Espérons que ce qui fonctionne au niveau local fonctionnera aussi au niveau national. En tous les cas, les candidats sont là et je pense que leur tâche va être lourde et complexe. Donc je pense qu'ils méritent vraiment tout votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Le 7 mai de cette année, il n'y a pas très longtemps, une semaine, après 13 jours et 13 nuits de négociations difficiles parfois, la convention de la nouvelle Union populaire écologique et sociale a consacré un accord historique sur un programme. Et aujourd'hui, nous sommes heureux ici de montrer que les Insoumis œuvrent à ce rassemblement pour emmener une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Nous espérons que dans les Landes, les 3 circonscriptions se montrent à la hauteur de cet enjeu, au service de la population, pour faire connaître ces accords programmatiques qui nous permettront de gagner. Autant le dire, cela ne va pas sans sacrifice pour les uns et pour les autres. Mais l'enjeu dépasse les personnes. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon lors de la convention du 7 mai, en citant Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et celui à ne pas manquer, c'est le rendez-vous dans les urnes. Nous allons donc maintenant passer la parole aux candidats. Et pour la première des Landes, Guy de Barbeyrac et Christiane Collignon-Zouari, sa suppléante. Bonjour à tous, bonjour à tous mes camarades insoumis ici présents, bonjour aux représentants des forces politiques qui composent la NUPES avec l'AFI, comme l'a rappelé Eliane tout à l'heure. Donc je les recite encore, PS, PC, ELV, Génération, POI, ainsi qu'un représentant de Nouvelle Donne qui apporte son soutien à cette union. N'étant pas dans les projecteurs de la vie politique locale, vous ne me connaissez pas beaucoup, peu ou pas, et donc je vais déjà me présenter. Et je vous prie de m'excuser si je prends quelques papiers, je n'ai pas une grande habitude encore de ce genre d'exercice, donc ça va m'aider aussi à garder le fil de mon propos. Donc je m'appelle Guy de Barbeyrac, je suis un gasco-landais, lando-gascon comme on veut, et j'habite à Campagne. Je suis un militant FI, Force Insoumise, de la première heure. Le mouvement a été créé en 2016 et dès le début,
je m'y suis engagé dedans et je suis resté constant dans mon engagement politique derrière ce mouvement. Parce que les valeurs auxquelles je crois ont trouvé un écho dans ce jeune mouvement innovant, inventif, démocratique, malgré ce qu'on peut dire des fois, ou lire des fois, et en plus un mouvement joyeux, ce qui est gâte rien. J'ai trouvé aussi mon compte, je dirais, dans le programme L'Avenir en commun, et surtout les réponses globales et cohérentes que ce programme apporte, notamment par rapport à toutes les maltraitances que nous subissons, maltraitances sociales, j'y reviendrai plus tard, les maltraitances environnementales et les maltraitances démocratiques. Maltraitances provoquées par le système néolibéral, appelons-le tel qu'il mérite d'être appelé, et aggravées par la dérive autoritaire et bonapartiste du pouvoir macronien depuis 5 ans. Je suis issu professionnellement du monde du service public parce que j'ai travaillé quasiment toute ma vie dans la sécurité sociale comme agent comptable de caisse d'allocation familiale et d'URSSAF. Le monde de la Sécu, c'est une institution formidable qui est mise en place pour socialiser la prise en charge des risques. On met des grands guillemets à risque qui sont la santé, la maladie, la famille, et puis j'ai inclus également le chômage, les aides sociales comme le RSA, l'AAH et d'autres, qui permettent aussi d'amortir les crises, les situations sociales les plus difficiles et de réduire un peu l'écart des richesses en France. J'aime beaucoup le slogan de la sécurité sociale, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et ces dispositifs et organisations de protection sociale sont de plus en plus attaqués méthodiquement par le pouvoir, avec, on le sait, un seul but final en point de mire, c'est la privatisation. Alors ça, c'était dans ma vie professionnelle, elle était dans ce monde-là. J'en suis très fier, très fier. Je suis issu du monde associatif également. Alors le monde associatif qui se bat localement contre les atteintes à l'environnement, comme militant du CAD, vous connaissez beaucoup sûrement le CAD, collectif Association de Défense de l'Environnement, un collectif qui œuvre dans le Pays Basque et dans les Landes, et qui regroupe plus d'une 60aine d'associations. Alors on se bagarre principalement sur les projets, contre les projets de grandes structures, projets d'infrastructures inutiles et ruineux. Beaucoup de combats aussi contre les décharges sauvages du bâtiment, du BTP, contre les pollutions de l'air, de l'eau, etc. Je suis également un militant qui vient du monde associatif par rapport aux combats intermondialistes qui sont portés par le mouvement ATTAC. On a d'ailleurs une table derrière qui est proposée par le mouvement ATTAC. Voilà, militant depuis pas mal d'années. Et je suis particulièrement attentif à toutes les questions qui concernent la finance, les inégalités sociales, bien sûr, et tout ce qui concerne la fraude et l'évasion fiscale. Voilà, petite présentation que je voulais faire sur qui je suis. Je voulais vous donner quelques mots d'explication également sur le contexte de ma candidature. Tiens, pourquoi ce militant politique associatif qu'on connaît qui était plutôt, je dirais, dans la soute à charbon jusqu'à présent pour le travail de ces mouvements. Pourquoi tout d'un coup on le retrouve en pleine lumière sur le pont du bateau? Alors bon, quelques mots d'explication. La FI avait, à l'issue d'une procédure interne et décentralisée, prépositionné des chefs de file. Les chefs de file sont les gens qui sont en charge d'organiser, animer les campagnes, et des candidats dans chaque circonscription. Donc ça a été fait cet hiver. Ensuite, il y a eu les élections présidentielles,
allez tous en tête. Le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'issue du premier tour des élections, 22%. Et puis, à l'issue du deuxième tour, dès que le deuxième tour a été terminé, l'ouverture de négociations à l'initiative de la FI. Donc, des négociations sur la base d'un accord programmatique, c'est essentiel. Sur des principes de fonctionnement, ensuite, comment le Parlement va fonctionner, des groupes parlementaires, un intergroupe parlementaire, un Parlement de la nouvelle Union populaire qui sera à côté, mais qui va travailler à enrichir le débat, toutes les solutions pour apporter des réponses aux problèmes posés. Et enfin, d'accord sur les investitures, de façon à n'avoir qu'un seul et unique candidat dans chaque circonscription. Et ça, c'est la nouveauté, c'est l'élément formidable pour qu'on puisse arriver au résultat qu'on espère. Donc les négociations, comme l'a rappelé Eliane tout à l'heure, bouclées en 13 jours, 13 nuits, couronnées par la convention du 7 mai dernier. Et donc il y a eu l'investiture officielle des candidats, la découverte du nouveau logo, et puis des discours particulièrement forts et émouvants, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie exprimée dans cette convention. Donc moi je suis revenu personnellement gonflé à bloc de ce moment-là. Bien sûr, beaucoup de déceptions chez ceux qui s'étaient préparés à être candidats, mes camarades FI, je pense à ceux sur la deuxième et la troisième Circo des Landes, qui ont effectivement, au nom de cet accord, de cette union, dû laisser leur place à un candidat venant d'ailleurs. Mais pour que l'union vive et pour que l'objectif soit atteint, il faut qu'on dépasse ces déceptions, qu'on dépasse ces projets, ces ambitions personnelles, légitimes, politiques de candidat local. Voilà. Et toutes mes pensées affectives vont vers ces camarades. Donc, pour les Landes, c'est simple, 3 circonscriptions, 3 candidats NUPES. Dans la deuxième circonscription, Jean-Marc Espade et Christelle Lalanne vont se présenter tout à l'heure. Dans la troisième, Boris Vallaud et Anne-Marie Lailleux qui vont se présenter également. Et pour la première circonscription, Christiane Collignon, ici présente, qui sera suppléante, et moi-même. Et chaque candidat NUPES est soutenu donc par l'ensemble des parties prenantes à cette union que j'ai citée tout à l'heure. Et ainsi que des soutiens, je rappelle, de Nouvelle Donne qui a proposé ses bons et loyaux services pour aider à faire campagne. Merci à eux, merci à tous ceux qui viendront nous aider à renforcer cette union. L'objectif de la NUPES, déjà sur les grands principes, c'est établir une société d'entraide et d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Alors, c'est un slogan, bien sûr, c'est un slogan que Jean-Luc Mélenchon reprend souvent, mais c'est derrière un programme, et c'est ça qui est important. Prioritairement, corriger la maltraitance sociale, corriger la maltraitance envers la nature en engageant une bifurcation écologique, et sortir de la monarchie présidentielle pour aller vers une 6e République. Et là, il y a du boulot et puis on a plein de choses à faire. Je dirais le bon nom, c'est très simple, c'est qu'il y a urgence. Il y a une urgence. La catastrophe climatique, écologique, écoutez, elle se prépare et puis quand ça va débouler, on va tous y être confrontés. La catastrophe sociale, elle se prépare aussi, même si c'est plus mis sous le tapis ou plus en sourdine, on va dire. Elle se prépare. Quand dans une société, il y a de tels écarts de richesse qu'on a actuellement, quand on a 7 personnes en France qui ont autant de richesse que 27 millions d'autres personnes, quand la richesse
de 0,01% des plus riches, ça croît de 30% en un an, en pleine crise Covid. On se dit, moi je me dis qu'il y a des choses qui clochent dans cette société. Ça peut pas durer, et ça va péter, ça va exploser si on n'y fait rien. On a déjà eu l'explosion des Gilets jaunes, un premier coup de semonce, bien fort, bien comme il faut, et derrière, ça ne fera que péter à nouveau. Les résultats des élections présidentielles sont déjà un bon indicateur de l'état de colère, de difficulté, d'incompréhension, de mauvais état de nos sociétés. Donc voilà, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est quoi? Très clairement, faire élire une majorité de députés NUPES à l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin prochains. Une majorité de députés NUPES. Derrière, ça me permettra d'avoir un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, désigné. Et on le rappelle, le Premier ministre, ce n'est pas le Président de la République qui le choisit. Le Premier ministre, c'est l'émanation de la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui conduit et dirige la politique de la nation. C'est comme ça que c'est prévu dans les textes. C'est pas comme ça que la Macronie l'applique, on le sait, mais c'est comme ça que c'est prévu dans les textes, et c'est comme ça que ça se passera derrière. Donc l'enjeu, il est là, il est qu'on ait un Premier ministre NUPES, Jean-Luc Mélenchon, à la tête du pays dès la fin du mois de juin, pour qu'on puisse commencer immédiatement l'application du programme. Voilà, c'est clair, c'est simple, il y a du boulot, il y a un travail à faire pendant un mois pour qu'on puisse arriver à ce résultat ici dans les Landes également. Voilà, je vais juste finir assez rapidement pour dire un mot de ce que c'est que ma conception du candidat du député France Insoumise. Bon, le député, ce n'est pas le représentant c'est le représentant de la nation tout entière. Les élections dans une circonscription, c'est une modalité d'application d'un principe républicain, une simple modalité, je dirais, qui pourrait être différente. Principe républicain, c'est quoi? C'est assurer une représentation émanant de tout le territoire de la République. Voilà. Donc tout le territoire est représenté par tous ces élus qui viennent de toutes ces circonscriptions de France et d'outre-mer. Alors, c'est une élection dans un système tel qu'on le connaît, avec un candidat et un candidat suppléant. On aurait pu avoir des listes, une élection à la proportionnelle sur les listes. C'est d'ailleurs une proposition que la LFI avait déposée l'an dernier, je crois, au Parlement, et qui avait été balayée comme toutes les autres, quasiment. Le député, c'est le défenseur de l'intérêt général. Ce n'est pas le défenseur des lobbies. Il n'est pas non plus élu pour défendre les intérêts particuliers du territoire. Il n'y a pas de clientélisme pour moi dans le rôle d'un député. Mais il est là pour légiférer au bénéfice de l'ensemble des Français. Par contre, il est légitime, évidemment, et c'est son boulot, nécessaire de recueillir la parole locale, de prendre connaissance, bien sûr, de ce que c'est cette réalité locale, recueillir la parole locale, notamment celle des combats locaux, celle des expressions syndicales, celle des combats ou des projets, des dossiers, tout ce qui est porté par le monde associatif, notamment. Tout ça pour trouver un écho et enrichir la construction législative et au-delà aussi enrichir les travaux du prochain Parlement de la NUPES. Vous savez, pendant le temps de la campagne présidentielle, au niveau de la LFI, nous avions installé un Parlement de l'Union populaire, avec des tas de représentants de la société civile, de bonne volonté, d'autres mouvements politiques aussi qui sont venus, et qui ont bossé sur toutes les problématiques programmatiques. Cela va continuer en s'élargissant dans le cadre
Parlement de la nouvelle Union populaire. Et donc, bien sûr, tout ce qui sera remonté comme idée, projet, critique, tout ça du local, viendra enrichir ces travaux. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vais passer rapidement la parole à Christiane pour qu'elle se présente rapidement. Et puis après, la campagne législative va commencer. Un mois, plein pot, on a du boulot et il y a urgence pour qu'on y arrive. Bonjour à tous et à toutes. Enfin, c'est n'importe quel sens. Donc, je me présente Christiane Collignon-Zouari. Je ne suis pas landaise de souche, puisque après 25 ans passés en Suisse, je suis arrivée dans la région, mais ça fait quand même 18 ans que j'y suis. Et en 18 ans, j'ai eu l'occasion d'apprendre à la connaître et à l'aimer. Je suis retraitée depuis très peu de temps de l'agroalimentaire. Je travaillais principalement chez la mairie. Donc, il y a certains problèmes de la région que je connais bien. Alors, juste 2 mots pour dire que si j'ai accepté d'être la candidate suppléante de Guy, c'est pas pour faire de la politique politicienne ni de la politique de copinage. Je suis une militante de terrain, je dirais même tout terrain. J'ai été là où je trouvais que les luttes étaient importantes à soutenir. Il se trouve que depuis quelques temps, c'est le programme de l'avenir en commun et donc la France Insoumise qui correspond le plus à ma sensibilité, donc c'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement. Et je suis présente aujourd'hui parce que, en tant que militante, ma candidature fait partie du militantisme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonjour à toutes et à tous, avec... Bon, je peux rester assis? Vous voulez que je me lève? Alors, je vais me lever. Bonjour à toutes et à tous, avec Christelle Lalanne. Nous allons être donc les candidats sur cette seconde circonscription des Landes. Je tiens avant toute chose à saluer et à rendre hommage à Caroline Lachary pour la France Insoumise et Pierre Postel pour le socialisme. D'avoir retiré leur candidature, et je pense que c'est dans le sens effectivement de ce rassemblement de la gauche. Je vais en dire un mot. Je vais me présenter rapidement. Je suis Jean-Marc Espal, maire de Tarnos, conseiller départemental du canton du Seignance. J'ai 55 ans. Je suis marié à une aide-soignante. Nous avons 2 grandes filles. L'aînée qui termine sa formation d'infirmière. Donc je ne vous cacherai pas que dans notre foyer on parle souvent de santé, et dans la dernière période avec le Covid et la crise sanitaire, nous en avons forcément beaucoup parlé. Donc c'est un sujet bien sûr qui vous préoccupe, mais qui nous préoccupe également. Et notre seconde fille est étudiante également en master. Elle travaille sur l'urbanisme et l'aménagement. J'étais moi aussi présent samedi dernier à Aubervilliers pour la première convention de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et moi aussi j'ai été également enthousiasmé, galvanisé effectivement par rapport à ce rassemblement que nous sommes en train de créer, de constituer. Et je voudrais souligner effectivement le caractère assez inédit de ce rassemblement, hein, de l'ensemble des forces de gauche. Et j'ai le sentiment que finalement, et j'ai en mémoire notamment le résultat du traité constitutionnel européen de 2005, où majoritairement dans le peuple de gauche, le non l'avait emporté, et donc j'ai le sentiment que quelque part, nous renouons, nous retrouvons le fil de ce non de gauche. Hein, vous vous souvenez, nous étions farouchement opposés à la concurrence libre et non faussée qui a fait tant de dégâts, et on l'a vu bien évidemment par la suite. Donc forcément, je me félicite, je me réjouis de voir se reconstituer finalement cette
cet arc politique, mais cette fois-ci, non pas dans un sens défensif, mais plutôt dans un sens constructif, parce qu'effectivement, nous avons une ambition, l'ambition effectivement de pouvoir gouverner avec une majorité à l'Assemblée nationale et avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Effectivement, cela a été rappelé, les accords, les discussions ont mis un petit peu de temps à être trouvés, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes en ordre de marche pour mener cette bataille. Je ne vous cacherai pas également que nous enregistrons notamment sur notre circonscription, mais je pense qu'il allait de même pour nos collègues, beaucoup de soutien des différents secteurs de cette seconde circonscription, et je pense que c'est complètement de bon augure pour mener à bien cette campagne, puisqu'il nous reste 26 jours jusqu'au premier tour. Il va falloir effectivement mettre en place une mobilisation très importante et sans doute inédite. J'en viens sur puisque j'indiquais effectivement que nous étions en train d'écrire une page de l'histoire de la gauche française, avec effectivement la volonté d'atteindre les lieux de pouvoir. Quelques-unes, bien sûr, des orientations que nous prévoyons nous semblent importantes, et je pense que ça, il va falloir le répéter au cours de la campagne. Oui, nous sommes pour la retraite à 60 ans, et non, nous ne souhaitons pas le retour à 65 ans. Ça, je crois que c'est un marqueur fondamental. Et nous, dans notre circonscription, nous avons un député qui s'appelle Lionel Cos. C'est pas un inconnu pour moi dans l'enseignance, puisque c'est un élu politique à qui on avait repris le canton du Sénance, donc on a déjà eu l'occasion de le battre électoralement, donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. Lui, Lionel Cos, est favorable à la retraite à 65 ans, donc je crois que c'est un marqueur extrêmement important. De même, bien sûr, la question du SMIC, avec Christelle, dans nos qualités d'élus locaux, nous enregistrons, nous accueillons beaucoup de citoyennes et de citoyens en souffrance, qui ont du mal effectivement à finir leur fin de mois. Et la question du pouvoir d'achat, avec l'augmentation du coût d'un certain nombre de produits de première nécessité, font que beaucoup de ménages se trouvent en difficulté. Et effectivement, là, il y a une autre orientation qui nous semble très forte et très significative, c'est effectivement la mise en place du SMIC à 1 400 € net et l'augmentation aussi des retraites, parce que nous pensons également aussi aux retraités. Mais si nous pensons aux retraités, bien évidemment, nous pensons aussi aux jeunes, et les jeunes, c'est effectivement la question de la mise en place, de l'instauration d'un revenu minimum d'autonomie pour les jeunes de 1 063 €. C'est une mesure qui, de mon point de vue, est très importante. Là, je vous ai dit que mes filles étaient actuellement à l'étude, et j'ai l'occasion de rencontrer de nombreux de leurs amis dont certains rencontrent de sérieuses difficultés justement dans la poursuite de leurs études. Et puis un élément important en ma qualité de maire de Tarnos, je voulais également signaler que durant la crise sanitaire et la période du Covid, nous avons également aidé beaucoup de jeunes en situation familiale compliquée. Parfois, il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui ont rejeté leurs jeunes enfants, leurs jeunes adultes de la maison. Et avec notamment l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, nous les avons aidés dans l'urgence. Donc, la question de cette urgence sociale me semble effectivement très importante à prendre en considération. Et puis, il y a la dernière chose, je ne veux pas être trop long, il y a deux sujets qui me préoccupent également. C'est la question, bien sûr, de la promotion, de la défense et du déploiement des services publics. Alors, dans notre programme, il est indiqué que nous voulons renationaliser EDF et GDF, peut-être en faisant en sorte qu'ils retrouvent aussi leur nom. Je pense également
à tout ce qui a trait au secteur du chemin de fer, la SNCF, dont on a beaucoup accompagné notamment les cheminots dans leur très très belle lutte pour défendre leur statut et pour défendre également ce magnifique outil qu'était la SNCF. Et là aussi, il va falloir reconquérir les choses dans ce domaine-là. Donc la question des services publics, et pour dire également que ces services publics ont été mis à mal, on l'a bien vu, j'ai parlé de l'hôpital bien sûr et de la santé, on le voit aussi au niveau de l'éducation nationale, et Christelle va sans doute en dire un mot puisqu'elle est aux premières loges, si je puis m'exprimer ainsi, pour parler de ce sujet. Et je voulais également témoigner en ma qualité d'élu local pour dire à quel point les politiques d'austérité imposées aux collectivités locales ont été néfastes, notamment avec la baisse des dotations. Et la ville de Tarnos, pour ce qui la concerne, a été particulièrement impactée par cette baisse drastique des dotations de l'État et avec donc une mise en danger d'un certain nombre de services rendus à la population et aux citoyens. J'en termine pour vous dire effectivement à quel point avec Christelle nous sommes motivés, enthousiastes, rassembleurs, parce qu'il est important que dans cette campagne on rassemble le plus largement possible, avec bien sûr des arguments qui ne manqueront pas sans doute de convaincre. Il est possible de faire basculer cette seconde circonscription. Ensemble, nous pouvons y parvenir et bien évidemment, on compte sur vous pour avoir le meilleur résultat possible le 12 juin prochain. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu compliqué de passer après eux, mais je vais faire de mon mieux. Donc, je m'appelle Christelle Lalanne, j'ai 48 ans, bientôt. Je suis originaire de Dax. J'ai vécu 18 ans au quartier du Sablard. Et puis après, je suis partie évidemment faire mes études et j'habite maintenant à Saint-Vincent-de-Paul depuis 20 ans. Et je suis donc première adjointe d'Henri Bédat, qui est ici. C'est mon deuxième mandat. Je le remercie de sa confiance. J'en profite puisqu'il est là, il n'aime pas trop ça. Et j'ai aussi accompagné Henri et Sylvie Péducas qui est là pour les élections départementales où j'étais suppléante à leur côté. Voilà, donc je les félicite. Et c'était déjà une union de la gauche, donc on était déjà là-dedans. Je suis donc, comme l'a dit Jean-Marc, je suis enseignante, je suis professeure de français au collège Alain Mitterrand à Saint-Paul. J'ai 2 enfants, un qui fait ses études, donc je pourrais vous parler de Parcoursup qu'il a vécu l'année dernière et de M. Blanquer et de toutes ces réformes, mais bon, je sais que vous êtes plutôt là pour écouter les candidats que moi, mais n'empêche que vous avez vu autour de vous, sûrement si vous avez des enfants qui font leurs études, qui sont au collège ou qui sont au lycée, que les heures diminuent, qu'on a retiré les maths, puis maintenant on va les remettre au lycée, et puis qu'on vient d'apprendre hier que finalement on allait les remettre à la rentrée prochaine. Donc c'est un programme, on s'y penchera plus tard, bien sûr, quand on aura le temps, et puis surtout on laisse se débrouiller les gens avec. Vous avez aussi entendu parler de la crise du Covid, je crois, et qu'on était prêts, bien sûr, les enseignants étaient tous prêts, a dit M. Blanquer. Donc pas du tout. Donc toute cette politique qui a été mise en place par le gouvernement, bien sûr, c'est non. Et puis moi, pourquoi j'ai accepté l'invitation de Jean-Marc à le rejoindre. Alors moi, je ne suis pas encartée. Voilà, je suis peut-être un peu le trublion maintenant, mais je ne suis pas encartée. Mais j'ai été bien sûr bercée par des valeurs de gauche. Puis après, au cas où, j'ai été biberonnée par Henri. Donc je suis plutôt socialiste, on va dire, de gauche. Je n'ai jamais pris de carte dans aucun parti que ce soit parce que justement, je ne me reconnaissais pas totalement dans aucun parti, et justement cette union pour moi c'est l'occasion de me retrouver enfin un candidat, enfin des candidats qui rassemblent toutes mes idées. Alors bien sûr il y en a qui sont différentes des miennes, mais au moins chez chacun d'entre eux je trouve finalement ce que je cherchais depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je l'ai accepté et je compte bien sûr sur vous, puisque c'est la circonscription, pour voter le 12 juin et le 19 juin, mais le 12 suffira peut-être, pour Jean-Marc Mescal. Et voilà.
Bon, c'est un bel optimiste quand même que de faire l'hypothèse que ça pourrait être réglé dès le ressort du premier tour. Enfin, on ne sait jamais, tu as raison. Bon, d'abord, merci de votre invitation. Cette fête qui est prévue donc a changé de nature, et c'est heureux, nous sommes tous ensemble. Heureux d'être à Narros. La dernière fois que je suis venu ici, c'était dans le cadre du Youth Festival, qui est le festival de la jeunesse landaise, et c'est une municipalité qui s'investit beaucoup pour la jeunesse landaise, une jeunesse qui est entreprenante et qui veut pour nos territoires ruraux le meilleur. Donc heureux d'être là. Vous dire que ce qui fait la force de cette union, qui est une union inédite, à certains égards inattendue. Ce qui fait la force de cette union, c'est la diversité de ce que nous sommes. Il y a la diversité des parcours, des histoires, chacun vient avec ce qu'il est, la France insoumise, le Parti communiste, les écologistes, Génération, Nouvelle Donne, et moi, vous le savez, je suis un indécrottable socialiste, et je dirais même un indécrottable socialiste landais, avec ce que cela veut dire d'héritage d'Henri Emmanueli, dont on mesure bien souvent à quel point ces choix avaient été clairvoyants. Je viens d'achever dans ma troisième circonscription, en tout cas la mienne pour, je l'espère, un peu plus longtemps que c'est la semaine à venir, la tournée des EHPAD à la suite du rapport, du scandale Orpea, et chacun mesure que le choix fait ici dans les Landes, qu'il n'y ait pas de débat lucratif, que nous ne considérions pas que le vieillissement, la vieillesse puisse être une marchandise, est un choix éclairé, comme avait été éclairé le choix de la politique publique de l'eau, ou par exemple de la gratuité des transports scolaires, de l'ordinateur, un ordinateur, un collégien. Chacun vient avec ce qu'il est, on aura des désaccords, mais ce qui fait la nouveauté, c'est que nous nous parlons, c'est que nous nous écoutons. Et d'ailleurs, dans une démocratie vivante, c'est de ce dont on a besoin, et c'est ce dont on a été privé pendant 5 ans. J'en suis le témoin parfois désenchanté à l'Assemblée nationale, lorsqu'à 2 h du matin, avec quelques copains du Parti communiste, de la France insoumise, nous sommes là à tenir le banc, tout en sachant malheureusement que nos amendements ne passeront pas, parce qu'en réalité, le président de la République qui avait été élu sur la promesse d'écouter tout le monde avait fini par écouter que lui-même, en effet, et se rend jusqu'à la corde cette 5e République désormais incapable de moindre compromis, mais même d'organiser sereinement le moindre débat. Mais ce qui nous rassemble, je le crois, c'est la conviction que nous nous battons pour ceux qui en ont le plus besoin. Les gagnants de la mondialisation ont trouvé leur président, mais tous les autres, tous ceux pour lesquels les fins de mois sont à 30 mais 15, tous ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à remplir leur frigo ou leur réservoir, ceux-là ont besoin de représentants. Et on a besoin de construire, j'allais dire, une alternative, une alternance par la gauche, pour ne pas laisser la France dans ce tête-à-tête mortifère entre les libéraux et les nationalistes. Et depuis 5 ans, comme député de la 3e circonscription des Landes, je m'efforce d'être présent et d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de toutes celles et de tous ceux qui ont des vies difficiles. Je le dis parfois, c'est un peu une tautologie, de tous ceux qui ont parfois des vies invivables, qui viennent nous trouver pour nous dire qu'ils ont un problème de santé, qu'ils ont un problème d'emploi, qu'ils ont un problème de logement, qu'ils ont un problème de handicap, qu'ils ont un problème de violence conjugale. Et parfois, c'est tout cela à la fois qui, j'allais dire, se présente à nous avec la nécessité, permettez-moi l'expression parce que je l'aime toujours, de changer la vie. Et c'est un projet pour changer la vie. Je vois ici des infirmières, je vois, j'ai parle un peu au fond, un cheminot, j'allais dire mon cheminot parce que c'est lui qui conduit de temps en temps le TER dans lequel je circule. Je vois des acteurs de l'ESF, je vois des ouvriers, je vois des acteurs de la culture. Et bien tout ça, ça fait la vitalité de notre pays et c'est pour eux que l'on se bat. Vous vous souvenez, Camus, quand il a reçu le prix Nobel de littérature en Suède, fait un discours et puis s'interroge sur ce que sont les devoirs d'un écrivain engagé. Et je trouve que ce qui vaut pour un écrivain engagé vaut pour un homme politique engagé. Il s'interroge et se dit, au fond, l'écrivain engagé ne peut être que du côté de ceux qui subissent l'histoire. Eh bien, nous sommes du côté de ceux qui la subissent, parfois avec sa rudesse, et comme disait Pérec, avec sa grande hache. La vie est difficile pour celles et ceux qui subissent des temps partiels, avec de petits salaires. Et vous savez que les petites carrières font les petites pensions, et ce sont souvent les mêmes qui ont à les subir.
Je pense en particulier à ces femmes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tolérer une retraite à 65 ans. Nous ne pouvons pas tolérer que 25% des plus pauvres en France soient morts à 62 ans. Voilà pourquoi pour ceux qui ont eu des vies pénibles, les ouvriers qui meurent 6 ans dans les cadres, il faut se battre pour cette retraite à 60 ans. Voilà pourquoi la pénibilité n'est pas un fantasme, mais une réalité qui casse les dos et qui abrutisse les âmes, avec des gens qui ne peuvent plus travailler très tôt dans leur existence. Je pense en particulier aux soignants dans les EHPAD qui ont à affronter cette prise en charge de la dépendance qui est de plus en plus exigeante. Voilà pourquoi nous avons aussi le travail paye, mais qu'il paye vraiment, c'est-à-dire que les salaires payent, que le SMIC soit augmenté à 1 400 € net par mois. Depuis 2008, le salaire des 10% de Français les plus riches a augmenté 3 fois plus vite que les 10% les plus pauvres. Une richesse de plus en plus importante se concentre entre des mains de plus en plus, de moins en moins nombreuses. Eh bien, c'est ce partage juste de la richesse qu'il nous faut attaquer avec la conviction qu'avec un peu plus de solidarité, un peu plus de fraternité, c'est tout le monde qui vit mieux dans ce pays. Et nous aurons à nous battre pour les services publics. Tu as évoqué le grand pôle public de l'énergie. Nous aurons la même réflexion à avoir s'agissant des médicaments. Parce que dans cette crise de la pandémie, nous avons touché du doigt ce que la désindustrialisation voulait dire. Ce que la perte de souveraineté industrielle signifiait pour beaucoup de Françaises et de Français. Et nous avons cela à reconstruire. C'est absolument impératif. Nos combats, c'est les combats de la gauche dans son histoire, depuis longtemps. J'écoutais il y a quelques jours Lionel Jospin, dont je garde, parce qu'il a été, j'allais dire, le grand architecte de la gauche plurielle. Je l'entendais dire, l'union de la gauche, c'est ma culture, et un espoir est né parmi les électeurs de gauche. Je crois que dans la diversité de ce que nous sommes, avec nos accords, et qui sont infiniment nombreux, parce que nous savons pour qui nous nous battons, avec nos désaccords, nous pardonnons, eh bien, avançons pour offrir aux Françaises et aux Français autre chose que la promesse non dite du président Emmanuel Macron qu'après le quoi qu'il en coûte d'abord à ceux que nous avons publiés à 20h. Bon, je crois que je suis la dernière. Donc, Anne-Marie Lavieille, j'ai 46 ans. J'habite Meillis, un petit village de Chalosse de 332 habitants, caractérisé par une abbaye de moines tibétains bénédictins. Voilà. L'église de Meillis et l'église de Bugloz sont les deux seules églises départementales. Et croyez-moi, en tant que mère, j'en suis ravie. Je peux vous dire également que j'ai 2 enfants. Je suis professeure des écoles. J'ai exercé dans l'enseignement spécialisé, en milieu carcéral et dans la formation des enseignants, et également dans la langue et culture régionale, le gascon. C'est pour ça que je peux vous expliquer par exemple que mon nom de famille, Lavieille, ça vient de Lavieille. C'est un lieu à Orsarieux qui signifie lieu humide, marécageux, comme il y en a beaucoup dans les Landes. Mais voilà, je suis originaire apparemment de ce lieu-là. On pourrait l'expliquer pour Madame Péducas, Madame Lalanne, les Landes, P c'est le pied, bon bref, tout ça. Alors, qu'est-ce que la vie politique pour moi? Je m'y suis intéressée quand j'étais étudiante à la faculté de Bordeaux. J'ai participé aux réunions politiques de M. Rousset, qui est donc président de la région, et qui à l'époque était maire de Pessac et organisait des réunions politiques au quartier Sège, par exemple, près des résidences universitaires. Ensuite, je me suis présentée aux élections municipales de Meillis en 2008, donc j'étais élue, et je suis maire depuis 2014 et réélue maire en 2020. Je participe également aux commissions éducation de l'association des maires des Landes et je suis membre du bureau de l'association des maires ruraux et donc j'ai cette sensibilité pour le territoire et les problématiques qui nous touchent parce que je pense qu'un député, une députée, bon c'est que un, mais bon, puise dans la vie du territoire, dans les problématiques du territoire pour les porter après à l'Assemblée nationale. Donc on est tous concernés dans la ruralité par les déserts médicaux, le maintien des classes, le développement de l'urbanisme, etc., etc.
Alors, donc cette fois-ci encore, je soutiendrai Boris Vallaud. Parce qu'il y a 5 ans, je ne le connaissais pas, mais j'étais sa suppléante. Je connaissais plutôt Henri Emmanuelli. Et donc, déjà, je te remercie pour ta confiance réitérée. Et en 5 ans, j'ai découvert de lui qu'il était très présent sur le territoire, actif, à l'écoute, engagé. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je le soutiens de nouveau cette année. Du coup, je vais voter pour toi. Et parce qu'en plus, quand on le connaît bien, les campagnes avec Boris Vallaud, c'est des campagnes avec des cailloux. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est... voilà, faire biste. Et bon, l'union de la gauche, pour moi, c'est plus un mariage plein de consensus qu'une fusion où chacun se passerait. Voilà, donc je compte sur vous et sur vous tous pour ces élections législatives et travailler ardemment jusqu'au 12 juin. Merci à tous les candidats et les suppléants qui se sont présentés. Alors ne croyez pas que nous soyons misogynes, il y a 3 candidats hommes, 3 suppléantes femmes, et on vous doit quand même une explication. C'est simplement la préparation dans chaque formation politique des candidatures et des suppléances, et comme il a fallu en soustraire au fur et à mesure des accords, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec 3 candidats. Mais auparavant, pour la FI par exemple, nous avions 2 femmes. Sur la 2, nous avions Caroline Dachary. Sur la 3, nous avions Marie Leroy qui est dans la salle et qui a aussi accepté bien volontiers finalement de laisser sa place. Et il y avait un seul homme qui était Guy de Barbeyrac. Donc si nous ne respectons pas la parité, mais diviser les 3 par 2, ça nous ferait de toute façon 1,5 million, la parité serait difficile à faire. Bien. Je rappelle ce qu'a dit Guy de Barbeyrac. C'est une élection nationale. C'est une élection nationale. Et nous ambitionnons avec nos partenaires de faire la parité au niveau national. Donc pour toutes ces questions-là, nous sommes vraiment de bonne foi. Voilà. Sinon, autant dire que toute liste qui se présenterait contre la NUPES, contre cette force militante et politique que nous rassemblons sur les 3 circonscriptions des Landes, toute force qui se présente contre la NUPES sera un allié pour Macron. C'est très clair. Voilà, c'est ainsi que nous le pensons, et ça n'est pas non plus une union des gauches, je ne vais pas vous compter, c'est une union programmatique. Voilà. Mais nous espérons effectivement, parce que nous n'avons pas conduit l'union de la même façon, nous espérons que nous irons plus loin tous ensemble. C'est le sens de cet engagement à partir des 100 premières mesures programmatiques qui ont été décidées. Et pour terminer, avant que nous allions prendre un rafraîchissement, je vais conclure ce moment historique par cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, et je m'adresse à vous tous, car nous avons besoin de vous tous pour cette campagne. Soyons meilleurs chacun pour le collectif, et le collectif sera meilleur pour nous tous.